Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là pour notre deuxième école dominicale, dont le sujet va tourner autour de l'encyclique Tutti Fratelli. Fratelli Tutti, mais ça va dans les deux sens. Alors, nous sommes heureux d'accueillir Michael Delafosse, donc, qui est comme décideur dans la cité, frère Joseph Thomas, qui est un spécialiste de ces questions, et Michel Léon, qui nous parlera autour de la communication de ce type de problématique dans la société. Merci d'être là. Je laisse la parole à Joseph Thomas qui va introduire le débat. Merci Monsieur le maire et merci Michel d'avoir bien voulu venir. Merci à vous tous de venir également participer à cette réflexion autour de ce dernier document pontifical d'importance, Fratelli Tutti, d'octobre dernier. Vous connaissez peut-être déjà notre formule d'école du dimanche, qui est dans le cadre de cette proposition de chaque dimanche après-midi que nous avons appelé les dominicales, un moment où il n'y a pas un seul intervenant, mais plusieurs intervenants qui se donnent en quelque sorte la réplique, qui traitent un sujet sous plusieurs volets. Et la proposition d'aujourd'hui, c'est la suivante. À partir de ce texte qui est relatif, que le pape François a voulu nous donner sur la fraternité et sur l'amitié sociale, avoir d'abord l'avis d'un décideur, et ma foi du premier des Montpelliérains, dans une ville comme Montpellier, où la question de la fraternité et de l'amitié sociale sont des questions à la fois anciennes et qui ont peut-être pas plus, mais pas moins de complexité, en tout cas que dans bien des endroits, d'écouter votre approche, peut-être votre réaction, si vous avez aussi le temps de regarder un petit peu ce long texte. Puis je dirai quelques mots de l'encyclique elle-même, et là, en essayant de donner un regard rapide, plus analytique sur ce qu'elle contient, avec quelques repères, et aussi sur ce qu'elle constitue en quelque sorte comme événement ecclésial, à partir d'un regard d'église, si vous voulez. Hein, la question de savoir si c'est un nouveau style de magistère, si c'est quelque chose d'autre qu'une encyclique classique, où ranger ce document, ces propositions du pape. Et Michel, lui, aura le regard du professionnel de la communication pour nous dire un peu ce qu'il en pense quant à cette manière de communiquer, cette manière de présenter les choses, cette manière, de toute évidence, assez nouvelle de s'adresser au monde, et ce qu'elle peut avoir de positif et ce qu'elle peut aussi soulever comme question. Si vous l'acceptez, Monsieur le maire, c'est vous qui commencez. Avec plaisir. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation, remercier l'engagement des Dominicains pour leur contribution de longue date au débat intellectuel dans la cité. Certes, cette salle d'ailleurs est emblématique, la salle dessus, il y a toujours, en tout cas depuis que je suis impliqué dans la vie publique de notre ville, mais ça ne date pas de mon implication, elle est ancienne, les Dominicains contribuent au débat d'idées, aux rencontres, et je voudrais pour cela vous en remercier, et vous remercier de cette invitation aujourd'hui pour évoquer l'encyclique du pape François, ou plus largement la notion de fraternité. Je dois vous dire que je savoure mon bonheur de retrouver, de nous retrouver, de pouvoir échanger, parce que la crise sanitaire que nous traversons nous prive de moments d'échange, et d'ailleurs de moments de fraternité, au sens où on peut se regarder dans les yeux, on peut pas tout à fait se toucher, on doit rester prudent, mais voilà, c'est... c'est à ces deux titres que je veux vous remercier. Nous avons besoin de cela. On a besoin d'échanges, on a besoin d'interagir, on a aussi besoin, peut-être vous en parlerez, de savoir prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, la pensée, c'est 240 signes sur Twitter, c'est un petit mot sur Facebook, et c'est beaucoup de commentaires derrière une forme d'anonymat où on ne s'écoute plus, on ne se respecte plus, ou quand celui qui veut être raisonnable, pondéré, je salue Michel Fourcade, j'ai plaisir à voir,
J'étais son élève, je salue le professeur, avec tout le respect immense que j'ai pour lui. Et donc, d'avoir aussi des temps pour échanger, parce que de ce point de vue, la période n'est pas forcément favorable à l'argumentation, n'est pas forcément favorable au débat posé, et ça ne rend pas les choses très simples, et ça ne favorise. Et l'idée de fraternité est traversée aussi par ça. Ensuite, je voudrais dire une chose. Je m'exprime comme maire, comme citoyen engagé naturellement, et il faut le dire que la figure du pape François est une figure qui interroge ceux qui n'appartiennent pas ou qui ont un engagement autre dans la communauté chrétienne. C'est une figure qui interroge. Évidemment, le choix de son nom, qui renvoie à Saint François. Évidemment, ses premiers gestes qu'il a su médiatiser quand il est devenu pape. J'ai une image, ça m'a marqué, il est allé laver les pieds des détenus, des gens qui étaient aux marges de la société, tout comme évidemment était très frappé, je prends aussi cet exemple-là, par son engagement à Lampedusa, auprès des migrants. Ce sont ses choix, ça lui appartient, mais cette figure du chef des chrétiens catholiques, elle interroge et elle a le mérite de participer au débat dans la société. Tous les chefs religieux, je le dis, ne se comportent pas ainsi, ils peuvent être repliés sur leur spiritualité, ou ils peuvent être ouverts au débat dans la société, et je trouve que cette figure du pape donne une idée d'une cohérence entre le mot de fraternité et sa mise en œuvre. Je voudrais enfin, pour reprendre l'image, après je n'irai pas plus loin sur le pape François, mais quand même, l'année dernière, on a eu le sentiment que, par sa présence à Saint-Pierre, dans la basilique, seul, quand nous étions tous pétris de peur, avec cette pandémie dont nous ne savions pas tous les tenants et les aboutissants, ou d'ailleurs le brouhaha médiatique ne nous mettait pas dans une situation à l'aise, mais où on pensait à nos aînés, on pensait aux soignants, on pensait à nous, et lui, seul, d'habitude on trouve cette place Saint-Pierre avec une ferveur inouïe, lui seul, a été une image très marquante et encore une fois aussi très forte finalement d'espoir. Espoir. Voilà. Je voudrais relever ces trois choses avant d'entrer dans la discussion. Comment un maire peut-il vivre la fraternité? La chose n'est pas aisée parce que, encore une fois, l'époque. Nous traversons une époque. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que nous traversons une époque. Est-ce que c'est moins ou plus qu'avant, mais qui est quand même aussi très traversée par des formes d'égoïsme, qui est très travaillée par des formes de repli. Je veux le dire parce que le débat public, dans l'espace démocratique, dans le champ du collectif, dans le champ du commun, est quand même très travaillé par cela, par une période où quand même, même s'il y a toujours eu des joutes verbales, des joutes oratoires, où on sent des formes de violence s'exprimer et se libérer. Et cette violence est un phénomène qui doit collectivement nous préoccuper, ou plutôt savoir l'identifier pour essayer de la contrer, de la contourner, peut-être de la raisonner, mais les choses sont difficiles. Par les réseaux sociaux, par parfois les attitudes. Et cette violence-là, elle s'appuie sur un registre que sont les peurs. Et nous sommes une époque traversée par des peurs. La peur de l'autre, que certains utilisent, évidemment, de la figure du migrant, de la figure de celui qui vient d'ailleurs, de celui qui a été en détresse et qui a cherché
chemin meilleur pour sa vie, la peur de l'autre. Première peur. La peur du changement, la peur de la modernité. C'est un monde qui change à toute vitesse. La peur qui a été celle, j'en ai un peu parlé, de la pandémie, un événement singulier et inédit. Quelqu'un de ma génération, qui a 43 ans, n'a jamais connu la guerre, n'a jamais connu la famine, n'a jamais connu cela. Et à l'aune du 16 mars, date du premier confinement, quand on allait dans un supermarché ou quand on allait se ravitailler, l'ambiance. Et puis, une autre peur qui m'inquiète beaucoup. Qui m'inquiète beaucoup parce qu'elle travaille la jeunesse. Je vous livre une réflexion. C'est la peur de la fin du monde. Avec la crise écologique qui est perçue. Et on entend aujourd'hui un récit chez les jeunes qui me frappe, moi. Qui laisse entendre que ces jeunes gens qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont la promesse de l'avenir, qui sont la promesse d'un monde meilleur, qui leur appartient, on leur laisse entendre, et quand on discute avec eux, on est très frappé, que ce serait à cause de la crise climatique, des enjeux environnementaux, qui sont réels, hein, je ne veux en rien les minorer. Il n'y a pas de... Mais une forme de, on appelle ça de collapsologie, qui annoncerait la date que dans 10, 20, 30 ans, ce qu'ils connaissent serait fini. Et donc, toutes ces peurs, elles travaillent notre société, elles travaillent l'espace public d'un maire qui traverse la place de la Comédie, interpellé par les uns les autres. Et je crois que notre rôle, c'est de dompter les peurs, de maîtriser les peurs, de rassurer. De rassurer, d'abord en les déconstruisant, en essayant d'y apporter des réponses. Et je pense que la fraternité est une de ces réponses. En tout cas, je considère que ce magnifique mot de fraternité nous renvoie à cette idée. Individuellement, on a peur, l'isolement, mais notre humanité nous aide à collectivement dompter les peurs. Et donc, il faut évoluer dans ce contexte-là. Ceux qui cultivent les peurs, qui utilisent des mots véhéments, qui quittent le débat raisonné, face à ceux qui croient à la fraternité. Et donc, évidemment, quand un chef spirituel appelle à la fraternité, rappelle sa dimension profondément humaine enfin, je ne voudrais pas dire consubstantielle, je n'ai pas le droit d'utiliser ce terme, moi. Enfin, pas le droit. Mais voilà, la fraternité, c'est propre à l'homme. C'est ce qui nous, d'ailleurs, l'élément qui nous rend grands. C'est quand nous avons des moments de fraternité, nous retenons nos héros quand ils ont fait fraternité. Ça va de ce jeune Malien qui a sauvé des gens lors de l'attentat de l'hypercachère à ces serviteurs innombrables qui posent des actes de fraternité. Et donc, la fraternité, elle s'exerce, elle doit se vivre dans ce contexte-là. Et donc, quand on est le maire, eh bien, on a une responsabilité, c'est de... Je pourrais être un peu martial en disant qu'il faut aider un camp plutôt qu'un autre. Aider les forces de la fraternité plutôt que les forces du repli. C'est pour ça que moi, je crois énormément à tout ce qui est engagement associatif, qui renvoie à une forme de bienveillance, pour le don de soi, le don d'une heure, de son temps, de son expérience pour aider les autres. À Montpellier, nous avons de ce point de vue-là des richesses immenses. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons des squats. C'est dur les squats, parce qu'il y a des riverains qui disent le squat amène des nuisances. Puis nous avons des gens dans le squat, qui sont des hommes et des femmes en grande détresse. Et nous trouvons là des bénévoles associatifs, des gens qui s'impliquent, qui viennent en aide et qui cherchent à organiser. Et donc, il faut pouvoir dialoguer pour construire une solution ensemble là-dessus, pour déconstruire du préjugé chez les uns, pour inviter à trouver un chemin de résolution du problème et donc à faire fraternité. Ceux qui habitent Montpellier connaissent peut-être le squat dit des archives. Eh bien,
nous avons tous fait, au début de mon mandat, un pas de côté sur nos représentations, en se mettant autour d'une table et en trouvant une solution humaine à ces familles qui étaient depuis très longtemps dans ce lieu. Et nous avons, grâce aux bénévoles, fait fraternité parce que chaque famille trouvera une solution. De la même manière, nous devons porter cette idée de fraternité dans nos relations aux autres. Je voudrais prendre ici un exemple. Au mois de juillet, nous accueillerons le sommet Afrique-France. Ce sera pour nous un moment de fraternité. Le chef de l'État, c'est pour ça que nous on était très contents de l'accueillir, va inviter les sociétés civiles du continent africain dans leur immense diversité. Et on a convenu d'accueillir les diasporas africaines à Montpellier. Voilà, ça c'est des temps que nous offrons. Et Montpellier se doit d'être accueillant pour ce type d'événement parce que c'est aussi comme ça que nous faisons vivre la fraternité. La fraternité vit par l'altérité, par la capacité à se rencontrer. Tout comme dans cette crise incroyable sanitaire. Il m'est donné souvent de voir les soignants des hôpitaux, de l'hôpital de Montpellier, des EHPAD, notamment ici l'EHPAD du Montpellier. Et moi, je suis admiratif, et je dois le dire, parce que comme je suis le maire, je dois aussi communiquer pour légitimer, pour donner de la force. Et je suis admiratif. Les gens dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, ils ont des fiches de poste, c'est leur travail, ils sont payés 1300, 1500, 2000 euros, enfin peu importe. Mais depuis 1 an, il n'y a plus de fiches de poste. Il y a fraternité. Comment prendre soin de nos aînés? Comment expliquer aux familles que le lien physique va se couper? Et alors on les voit se réinventer en mettant des petits ordinateurs pour faire des liens Zoom, pour trouver des solutions. Et donc, là encore, notre ville est fortement animée des valeurs de fraternité. Et donc, j'en viens peut-être à ce que vous attendiez un peu de moi dans le propos. Et moi, j'ai une responsabilité comme premier magistrat. Être maire, c'est pas juste régler les problèmes, enfin, c'est essayer. Du travail. Beaucoup de travail. Mais c'est aussi de dire, en tout cas moi, dans mes actes symboliques, j'essaye de me positionner sur tout ce qui fait fraternité. Parce que je pense que la fraternité, si le Saint-Père en a écrit une encyclique pour nous inviter à réinterroger la communauté des croyants et au-delà de cette valeur de fraternité, il commence d'ailleurs très fort dans son introduction, il faut que ceux qui peuvent défendre la valeur de fraternité soient à ses côtés. Parce que, voilà, de l'autre côté, il y a des gens qui cultivent les peurs, qui cultivent les replis, qui cultivent les égoïsmes. Et moi, je me dois de vous le dire, si on est tous frères, il y a quand même des gens qui s'égarent du chemin de la fraternité. Et cela nous appartient peut-être de chercher à les convaincre, de les ramener. Mais en tout cas, de ne pas leur laisser prise. De ne pas laisser prise. Et je crois de ce point de vue-là à la force de l'exemple, je crois à la force de la mobilisation collective. Parce que l'idée de fraternité est une idée qui reste, comme beaucoup d'idées de progrès, évidemment très fragile. Donc la responsabilité d'un maire est de travailler là-dessus. Et je terminerai par un point. Un maire peut aussi aider à la fraternité. Très concrètement, soutenir les associations, légitimer, je l'ai dit. Mais aussi quand on aménage une ville, quand on construit une ville. C'est fascinant de construire une ville. Mais selon où vous allez mettre un transport collectif, là vous allez construire une ligne de tramway, mettre ici une ligne de bus, ou là aménager un parc, là aménager une place, là favoriser un commerce de proximité, vous avez forcément comme maire un rêve secret. C'est que ça devient des endroits de rencontre, des endroits de dialogue, un endroit des possibles.
Ici, une kermesse pour une école. Là, une fête le samedi où une personne isolée peut venir et se retrouver, comme on en a sur l'esplanade Marie Curie, comme à Selle-Neuve, comme dans plein d'endroits. Et donc, penser l'aménagement d'une ville, c'est pas la penser avec des clôtures. Les villes se sont beaucoup construites pour des raisons très légitimes à l'époque, au Moyen-Âge, par des clôtures, pour d'ailleurs se protéger et des attaques et des pandémies, mais construire des places. Aristote avait une très belle image de la ville. Il disait, la ville, c'est là où il y a l'autre. Là où il y a l'autre. L'autre, c'est celui qui est différent, mais parce que il est là, il y a l'autre, il y a les autres. Et donc, évidemment, travailler à cela pour recréer du lien et pour nous aider à nous retrouver et à vivre une altérité, parce qu'on apprend des autres et parce que nous vivons avec les autres, nous prenons tous la mesure que nous appartenons à une grande communauté des hommes, à une grande fraternité universelle. Et quand on travaille ces champs par l'aménagement des possibles, ben on rend possible la rencontre avec l'autre. Parce qu'un tramway permet aux gens d'aller sur la place de la Comédie, parce qu'une place fait la fête de quartier. Et quand j'ai parfois des gens qui s'opposent à l'arrivée de ce type d'aménagement, quand on discute avec eux, on sent davantage les forces de repli, les forces travaillées par la peur. Et c'est sur cela qu'en permanence, nous devons solliciter, expliquer, parce que pour qu'une décision après publique s'impose, c'est parce que nous aurons convaincu une majorité, parce que ça c'est du ressort de la démocratie, que nous devons essayer d'agir. Donc finalement, les élus locaux, les maires, les citoyens, on peut tout à fait emprunter ce titre de l'encyclique. On le peut. Parce que c'est un enjeu pour nos sociétés. C'est un enjeu pour nos villes, c'est un enjeu pour nos sociétés, et c'est un enjeu pour la jeunesse. Et je terminerai là-dessus. Veut-on construire notre jeunesse, ou veut-on offrir à notre jeunesse une forme de peur, la collapsologie sur la question climatique, ou la faire réfléchir au mode de fraternité entre un monde très développé dans lequel elle a la chance de vivre, mais qui, par son mode de développement, impacte et fragilise d'autres. Et c'est ce questionnement-là ce dialogue-là, qu'on doit essayer d'ouvrir avec elle. Je suis dans un champ qui est le champ de la politique, du débat démocratique, mais j'utilise souvent cette formule, c'est lui offrir un récit d'espérance. Et la fraternité est un récit d'espérance. Parce que plus notre société, plus la ville de Montpellier sera fraternelle, plus forte sera-t-elle au sens grande. Voilà, quelques mots. Merci. On enchaîne. Oui. Bon, je vais vous proposer, mais ce sera, vous le devinez, et pour ceux qui y ont déjà mis un œil, vous devinerez aisément pourquoi. Ce sera un petit regard, rapide, sur l'encyclique elle-même. C'est la 3e du pontificat du pape François, du 3 octobre dernier. Elle porte cette mention, donnée à Assise, près de la tombe de Saint François, la veille de la fête du Poverello. Donc après celle qui était en réalité écrite à 4 mains avec Benoît XVI, Lumen Fidei en 2013, et après une autre grande encyclique qui a déjà beaucoup fait parler d'elle en 2015, Laudato Si, en voilà une 3e, qui est, vous l'avez compris, donnée, c'est son titre, sur la fraternité et l'amitié sociale. Et de nouveau sous le signe de Saint François. Laudato Si, c'est le début d'une prière de François d'Assise que vous connaissez. Et Fratelli Tutti, c'est aussi le début d'un texte, en tout cas c'est une expression importante qui se trouve dans un texte connu de Saint François. J'insiste un tout petit peu là-dessus en
en liminaire parce que c'est probablement une clé d'interprétation et de compréhension de l'action du Saint-Père depuis le 13 mars 2013. Nous avons fêté hier la 8e année de son accession au pontificat, et au moment où il a choisi son nom, alors que le conclave se termine, il choisit ce nom. La petite histoire, parce que le conclave en principe c'est secret, mais bon, quand c'est secret, c'est donc dit à une seule personne à la fois. La petite histoire dit que son voisin lui a dit si tu as choisi François, n'oublie pas les pauvres. Le cardinal qui était assis à côté de lui. Mais visiblement, il n'a pas oublié François. Il commence l'encyclique par la référence à un événement dont nous avons fêté l'anniversaire il y a 2 ans, un petit peu moins, qui est cette rencontre avec le sultan Malik el-Kamil en Égypte à l'automne 1219, en pleine 5e croisade. Au milieu, François mobilise les quelques ressources qu'il a pour faire ce voyage coûteux, dangereux, pour aller discuter avec cet homme qui est visiblement de l'autre camp, et qui est là de l'autre camp militaire. Donc c'est une démarche sous le signe de laquelle François a voulu se placer. Cette recherche de la concorde par et dans la fraternité avec tous. Il a ces quelques expressions, je vous donne quelques citations brèves, parce que ça éclaire, je pense, un peu tout. La fidélité à son Seigneur, en parlant de François, était proportionnelle à son amour pour ses frères et ses sœurs. Puis il rappelle cette exhortation de saint François à ses frères, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Et puis il y a un petit paragraphe qui termine le début de l'introduction de l'encyclique. Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, les villes étaient déchirées par des guerres sanglantes entre de puissants clans, alors que s'agrandissaient les zones misérables des périphéries marginalisées. Rédigé de manière à être tout à fait transposable, vous le comprenez. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s'est libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s'est fait l'un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. C'est lui qui a inspiré ces pages. Voilà. C'est grosso modo la clé d'interprétation peut-être de tout le document. Est-ce que c'est une encyclique franciscaine? Difficile à dire. C'est une encyclique bergolienne en tout cas. Elle porte la marque très très nette du pape François, qui redit que dans Laudato Si, dans d'autres documents, notamment l'exhortation Evangelii Gaudium, il a manifesté cette préoccupation quasi constante de la fraternité. On retrouvera d'ailleurs, j'en reparlerai, énormément d'autocitations dans ce document. Et un style et une méthode aussi, très François. Il y a même un des chapitres de l'encyclique qu'on peut considérer comme étant pratiquement une application des exercices de saint Ignace à partir d'un texte de l'évangile de Luc. Une préoccupation constante, mais le contexte a joué, d'évidence. Il y a un élément du contexte qui est constamment rappelé par le pape, très fréquemment rappelé, c'est un document qu'il a signé en février 2019 avec le grand imam Ahmed Al-Tayeb, le 44e imam d'Al-Azhar, qu'il a signé à Abu Dhabi. Vous vous souvenez de cet événement, cette déclaration sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il le rappelle très régulièrement dans l'encyclique, ce document. Un autre élément du contexte, c'est la pandémie. Ces drames, ces bouleversements, le pape en reparle plusieurs fois. On sent aussi sur le plan humain que le contexte joue. Et par contraste, c'est la toute récente visite en Irak qui permet de le dire. Parce qu'il a dit à cette occasion-là, avec un sourire jusqu'aux oreilles, à quel point il avait été frustré de visite apostolique, de contact. Donc, en écrivant cette encyclique, il brûle de dire quelque chose. Ça se sent. C'est vraiment, c'est ça. Sa plume remplace ses pas. Il veut absolument dire quelque chose à ses concitoyens du monde. Il veut parler. Voilà. C'est l'effet d'une maturation de plusieurs mois, un peu reclus, comme l'avaient été ses lointains prédécesseurs, entre 4 murs, et pour
de toute autre raison cette fois. Il y a aussi un contexte géopolitique qui a joué d'évidence. Des difficultés, pour le dire très pudiquement, dans le monde entier, mais dans certaines zones notamment, inutile de le préciser, quant aux politiques migratoires. Ça peut concerner l'Amérique du Nord, ça concerne l'Europe occidentale, ça concerne l'Europe orientale, ça concerne aussi d'autres zones du monde. C'est un problème mondial difficile. Il y a beaucoup de migrants et pas forcément des politiques migratoires toutes généreuses à l'égard des migrants. Il y a une question là qui est ouverte, quelle que soit la manière d'y répondre. Notre temps est aussi un temps de conflit, et il en parle souvent. C'est un temps où le multilatéralisme, les efforts collectifs internationaux ont été fragilisés, sont fragilisés, à un titre ou à un autre. Et c'est là qu'on retrouve aussi son sens de la formule. Il a repris dans le document une formule choc, une punchline, comme il aime les utiliser de temps en temps. Et c'est une formule très juste, très puissante, qu'il avait donnée déjà en fin 2015. Nous sommes dans la 3e guerre mondiale par morceaux. Qui est une formule très très forte, très parlante et, à mon avis, assez juste. Il y a aussi le contexte moral et intellectuel. Il nous parle d'une culture, de la globalisation par exemple, qui fédère le monde mais divise les personnes et les nations. Et il cite son prédécesseur Benoît XVI. La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Voilà, ça c'est un constat de départ et il s'inscrit résolument en porte-à-faux vis-à-vis de cela. Alors il parle aussi d'autres aspects, la perte très grave à son sens, et là encore c'est très juste, du sens historique et de la conscience historique chez les êtres humains. La confusion de plus en plus grave entre le réel et le virtuel, et les conséquences considérables qu'elle peut produire en termes de relations sociales et de positionnement mental aussi. L'absence de projet et de cap commun, une dérive des droits de l'homme pas assez universels, trop d'hommes sont privés de droits élémentaires, et des droits de l'homme eux-mêmes fragilisés, pris en quelque sorte dans une girouette, une espèce de tournis, de toujours plus de droits, mais peut-être de moins en moins de droits pour tous, si l'on peut dire. Tous les droits, mais pas de droits pour tous. C'est cela qu'il souligne, et il en souligne la double et dangereuse orientation et contradiction. Il y a le contexte social aussi qui joue également, et ça fait tout à fait écho à ce que vous disiez, monsieur. Un contexte où les marginalisations, par l'effet des disparités de richesse, par l'effet de l'appauvrissement global macroéconomique, microéconomique, nanoéconomique lié à la pandémie, et qui produit des effets spectaculaires, multiplie ce qu'il appelle les marginalisations. Et puis cette culture du conflit et cette ambiance de peur, il insiste beaucoup là-dessus. Et voilà ce qu'il veut proposer. Finalement, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre, je crois, le document dans son ensemble. D'abord, une contribution chrétienne, une réponse à ces questions-là. Une réponse proposée à tous les hommes, appuyée sur le christianisme. Et pas forcément donc adressée aux seuls chrétiens. Ça, c'est justement un des points particuliers de ce document, et c'est un peu l'évolution du style aussi, c'est que ça n'est clairement pas ce qu'on pourrait appeler un document disciplinaire. C'est pas non plus exactement un document doctrinal. Voilà. Et que donc, quant à la pratique classique des encycliques dans l'Église catholique, depuis ce qu'on considère être la première encyclique historiquement, en 1740, de Benoît XIV, le terme encyclique, il est beaucoup plus ancien, des documents déjà, une forme de document s'adressant à tous, ça veut dire lettre circulaire en fait, encyclique. C'est déjà une pratique de certains pères de l'Église, mais l'encyclique telle que nous la connaissons aujourd'hui classiquement, on l'a fait commencer en décembre 1740 avec ce document de Benoît XIV, qui est une question tout à fait disciplinaire concernant les évêques et la formation des clercs. Donc ce sont vraiment des questions de cuisine intra-catholique.
Il veut aussi mettre l'accent sur les points douloureux et il veut clairement tirer des leçons et, pourrait-on dire, passer à la vitesse supérieure. Il veut mettre un coup d'accélérateur, finalement, quant à ce qu'il a à dire pour peser, en quelque sorte, de son poids, du poids qu'il peut essayer d'avoir, pour faire avancer les choses dans un sens nouveau. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des biens, l'illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. Je prends une autre citation. « L'heure est arrivée de réaliser que la joyeuse superficialité nous a peu servi. » J'aime beaucoup cette citation. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Et il s'agit de passer à une autre logique. Si l'on n'essaie pas d'entrer dans cette logique, mes paroles auront l'air de fantasmes. Et si l'on accepte le grand principe des droits qui découlent du seul fait de posséder la dignité humaine inaliénable, il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. On peut aspirer à une planète qui assure terre, toit et travail à tous. C'est le vrai chemin de la paix. Alors ça nous donne un long document en 8 chapitres dont je vous donne simplement les titres. Les ombres d'un monde fermé, un étranger sur le chemin, penser et gérer un monde ouvert, un cœur ouvert au monde, la meilleure politique, dialogue et amitié sociale, des parcours pour se retrouver, les religions au service de la fraternité dans le monde. Et vu la perspective, vu l'ampleur des problèmes, vu ce qu'il envisage de couvrir, vous devinez que le champ des thématiques est extrêmement vaste, d'où l'ampleur de ce document, et c'est un de ses caractères déroutants. Mais il a voulu centrer cela et organiser cela, donc on pourrait dire que c'est en quelque sorte central et cardinal à la fois, autour de l'amitié sociale et de la fraternité. Donc à la fois de l'idée de rencontre et de lien pour une concorde juste, une recherche commune, fondée sur la vérité, pour la paix et le progrès, et aussi l'idée de l'ouverture la plus grande des cœurs, des perspectives, des moyens, des cadres d'analyse, de vie, de pensée, au nom de l'égale et supérieure dignité humaine, de par la commune appartenance à une unique création, parce qu'elle a un unique créateur. Deux perspectives, deux phares qu'il définit, qu'il articule, qu'il décline, ce qui donne des affirmations qui pour certaines demeurent assez classiques du magistère contemporain, mais aussi quelques nouveaux accents et propos dans un vaste champ, on dirait presque flot parfois, d'arguments qui peuvent aussi, c'est ça un des problèmes, laisser sur leur fin, par leur ampleur et par la, je vais le dire comme ça, la souplesse d'un certain nombre des concepts utilisés, leur nouveauté. Alors il y a un style déroutant, il y a une expression déroutante. Mais c'est vrai qu'il est à la fois lui-même conscient de cela, parce qu'il fait souvent référence à eux, et un peu, entre guillemets, victime de ses deux prédécesseurs. Ils ont eu un long règne et qui sont deux grands théologiens, qui étaient deux grands théologiens, avec une production proprement doctrinale qui est considérable. Lui a choisi et assume visiblement de se situer sur un autre terrain, en s'adossant justement à qui, en réalité, il renvoie souvent. Souvent, il redit « Relisez mes prédécesseurs, regardez ce qu'a dit mon prédécesseur. C'est excellemment dit par Saint Jean-Paul II, c'est excellemment dit par Benoît XVI. » Et lui s'y prend autrement. Il se situe sur un autre terrain. Il y a donc quelques affirmations fortes ici, avec de claires résonances politiques, d'autant qu'il souligne l'importance et la valeur de la politique. Et pour nous, la question, c'est donc comment les recevoir.
en essayant de les comprendre, l'affirmation et l'argumentaire, et aussi en étant forcément obligé de nous demander quel est leur statut, leur portée, quel est leur statut doctrinal, à qui et pour qui aussi est ce document. Et il ne faut pas, sous prétexte d'un discours difficile à situer, minorer les affirmations. C'est là qu'il faut justement essayer de tenir. C'est là l'effort. Hein. C'est ce que je propose que nous essayions de faire rapidement. Parce qu'il y a des paroles fortes, mais évidemment, il y a la tentation ou la possibilité, éventuellement, d'opposer à ces paroles fortes le reproche d'un discours faible. Un discours faible, parce qu'on ne sait pas finalement très bien à qui il s'adresse, parce qu'on ne sait pas forcément, on ne comprend pas forcément très bien sur quoi il s'appuie, bien qu'il dise des choses fortes qui en réalité s'appuient sur quelque chose. Alors il y a des paroles fortes, assurément. Il aborde des sujets graves dans un style moins didactique, plus pastoral, riche en images, en formules, avec d'abord quelques lignes et points forts, et évidemment d'abord ces notions d'amitié et de fraternité. L'amitié sociale, c'est cette appétence et cette nécessité pour les humains de rechercher le lien avec leurs semblables, la collaboration avec leurs semblables, en vue de progresser dans le bien, sur le fondement de la vérité, et de dire de manière un peu plus contemporaine, de faire société, de faire lien. Et faire un lien n'est pas se créer des opportunités d'affaires, n'est pas équilibrer des relations à partir d'intérêts réciproques. C'est profondément sur le terrain d'une affection, d'une attache les uns aux autres, que cela se situe. Là, il s'enracine vraiment dans la bonne tradition d'enseignement du christianisme, de l'Église catholique notamment, et d'un héritage clairement ici aristotélicien, même s'il n'utilise pas forcément l'appareil aristotélicien classique de la manière la plus rigoureuse, c'est clairement de ça qu'il est en train de nous parler. Et puis il nous parle aussi de fraternité, et là on comprend un peu plus clairement de quoi il s'agit, c'est-à-dire que la perspective, c'est que tout homme est un frère, mais que cette fraternité m'oblige en quelque sorte à un horizon universel. Alors ce qu'il souligne, c'est que, ou ce qu'il en vient à souligner en fait, c'est qu'elles ont un fondement commun, des fondements communs. La charité. Et alors il utilise même des concepts nouveaux, hein, enfin pas nouveaux justement, pardonnez-moi. Il parle alors pour les connaisseurs d'actes illicites et d'actes impérés, hein, il parle notamment de la charité impérée, parce que c'est celle dont les effets se concrétisent hors de la volonté, hein, vont s'inscrire dans des institutions, dans des actes concrets. Il parle aussi beaucoup, en s'appuyant sur l'écriture, sur la tradition, de la dignité de tout homme. Il en rappelle aussi les conditions. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité sans la reconnaissance juste de sa propre identité. Et il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité qui ne soit fondée sur la vérité. La vérité de chacun et la vérité des relations, la vérité de ce que chacun est. Donc, ne pas le minorer, ne pas le cacher, ne pas l'éviter. Il en reparle plusieurs fois, ne pas éviter les divergences. C'est ce qu'on fait des divergences, c'est ce qu'on fait des différences qui est important. Mais le dialogue a lieu, dit-il, dans le conflit. Il n'y a pas de dialogue en évitant le conflit. La vraie discussion, l'échange authentique, il a lieu à l'intérieur de la difficulté. Il insiste aussi de manière assez fine sur l'articulation entre local et universel, parce que cette vision de la fraternité n'est pas une vision qui doit dissoudre le local, sans quoi elle n'aurait pas de racine. Mais un local sans l'universel n'aurait pas de perspective, n'aurait pas de vision. Il insiste assez clairement, et de manière là aussi classique là-dessus.
Et puis il insiste sur la manière dont elle se décline, amitié et fraternité. Par exemple, dans la charité politique. Alors ça, c'est pas une idée de François, elle est déjà développée dans 2 textes de Pie XI, et elle est plus ancienne encore, hein. C'est que la politique est un service de charité. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas des utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces, etc. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'Église sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute la loi. Cela suppose qu'on reconnaisse que l'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. Et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Et pour l'élu local qui fait des campagnes électorales, en politique, il est aussi possible d'aimer avec tendresse. Oh. Quand on sert son prochain et quand on débat avec lui également. L'exigence également du dialogue vrai. Alors, il y a des idées force, il y a des concepts force aussi. Ça serait long, parce que ça fait partie des aspects un peu problématiques. Le pape adore le concept de peuple. Alors, il ne l'adore pas au sens où il l'adule, hein, mais il utilise énormément le concept de peuple. Et alors, il tient beaucoup à cette obligation de constituer, dit-il, un nous qui habite la maison commune, mais un concept de peuple qui intègre la valorisation des liens positifs communautaires et culturels. Un concept de peuple ouvert, vivant, dynamique, ayant un avenir. Alors ça le conduit, de manière intéressante, touche bergolienne là, à stigmatiser un petit peu, à critiquer un peu ceux qui ont la critique populiste facile. Il dit certains ont le populisme facile, parce que ceux-là qui ont le populisme facile ne savent pas ce que c'est qu'un peuple. Petite appréciation personnelle, il y a une petite touche péroniste là. C'est-à-dire qu'il y a une petite sensibilité, on sent qu'il est un peu piqué avec un aiguillon selon ce qu'on dit sur la catégorie de peuple. Alors, il a aussi, là je passe assez vite pour ne pas trop alourdir, il insiste assez sur l'identité, sur les identités, alors sur la nécessité que ne se dissolvent pas et que ne soient pas mangées, absorbées, les identités, mais qui ne doivent jamais être l'horizon, l'identité, c'est le point de départ, parce que c'est le lieu d'échange. Parce que c'est ce que j'ai à donner à l'autre et à recevoir de l'autre, l'identité. L'identité, c'est ce que nous avons à nous donner l'un l'autre, explique-t-il. Et puis il a une jolie formule aussi, hein, qui montre ce prisme de l'attachement au peuple. Aucune réforme, aucune politique, aucun changement, aucun combat pour le développement ne peut se faire d'en haut. Aucune solution n'est durable si elle ne fait pas d'abord intervenir ceux à qui elle est destinée. Et alors il a une très jolie formule, il dit, il y a les architectes et les artisans. Il y a les architectes du développement, les institutions, les experts, il en faut. Mais la supériorité, c'est la démarche de l'artisan. Et la démarche de l'artisan, elle part des communautés de base. Alors là, si nous avions du temps, on comparerait ça avec des documents, notamment de l'épiscopat latino-américain, ou certains documents de théologie plus centrés sur l'Amérique latine. Et là, on voit clairement aussi un héritage. Hein. On voit le prélat argentin qui puise aussi dans toute une expérience, et notamment dans un document important de 2007, le document d'Aparicida, auquel il avait beaucoup participé dans sa rédaction. Alors, il utilise aussi une autre formule. Là, je passe parce qu'il l'adore, il la répète à l'envi. La société est un polyèdre. Souvenir de géométrie, sans doute. Bon. Son idée, c'est surtout de ne pas, qu'on ne peut pas concevoir la société de manière hiérarchique. La société, c'est un diamant à multiples facettes, et il faut toutes les facettes. Il faut qu'elle brille, qu'elle s'ajuste, comme cela. Donc c'est la justification d'une démarche très, très inclusive. Alors ça le conduit, évidemment,
vous en doutez, a des propositions fortes sur la destination commune des biens. Alors, il part de points classiques sur l'accueil de l'étranger en détresse, sur la destination universelle des biens comme le principe premier, qui donne donc une fonction à la propriété, et qui ne fait pas d'abord de la propriété un droit, qui en fait un droit naturel mais secondaire, un droit dérivé du principe fondamental et premier de la destination universelle des biens. Ça, c'est l'enseignement classique de l'Église, c'est un des piliers de la doctrine sociale de l'Église, mais lui passe à la vitesse supérieure. La conviction concernant la destination commune des biens de la terre doit s'appliquer aujourd'hui également aux pays, à leur territoire et à leurs ressources, en considérant tout cela non seulement du point de vue de la légitimité de la propriété privée et des droits du citoyen d'une nation, mais à partir du principe premier de la destination commune des biens. Nous pouvons alors affirmer que chaque pays est également celui de l'étranger, étant donné que les ressources d'un territoire ne doivent pas être niées à une personne dans le besoin, d'où qu'elles proviennent. Il faut comprendre, dit-il aussi à propos des migrants, une autre manière d'appréhender les relations et les échanges entre les pays. Si toute personne a une dignité inaliénable, si chaque être humain est mon frère ou ma sœur, et si le monde appartient vraiment à tous, peu importe que quelqu'un soit né ici ou vive hors de son propre pays, ma nation est également co-responsable de son développement, dont elle peut s'acquitter de diverses manières. Sur le désarmement, sur la question de la faim, je passe là, il passe aussi à la vitesse supérieure. Il fait des propositions qui vont un peu plus loin que celles de la diplomatie traditionnelle du Saint-Siège, à partir des documents doctrinaux du Saint-Siège. On a fait un saut, notamment dans l'engagement pour le désarmement, on va un petit peu plus loin. Le Saint-Siège a participé à une conférence pour l'abolition du commerce des armes, c'est plus simplement une demande de modération, d'attention, pour verser la totalité du commerce des armes à un fonds mondial contre la faim et pour le développement. Donc ça, c'est un point maintenant de négociation de la diplomatie du Saint-Siège. Elle utilise ses leviers pour essayer de pousser dans ce sens-là pour un instrument international. On va là un petit peu plus loin. Il appelle aussi à une révolution des mentalités, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Je prends une citation parmi beaucoup. La vraie qualité des pays du monde se mesure par la capacité de penser non seulement comme pays, mais aussi comme famille humaine. C'est ça qui pousse. Alors voilà un discours, voilà des paroles fortes. Est-ce que nous avons affaire à un discours faible? Est-ce que, par ailleurs, la manière dont il le dit, finalement, affaiblit ce qu'il a à dire? Le texte s'adresse à tous les hommes de bonne volonté qui peuplent la terre. C'est une formule très large, ce n'est pas tout à fait une nouveauté dans les encycliques. Il y a des encycliques du XXe siècle qui ont aussi cette adresse à tous les hommes de bonne volonté. Mais elle s'adresse aux hommes de bonne volonté sans mention d'aucun frère dans l'Église, si vous voulez. Donc ça, c'est un petit point de nouveauté, pas forcément de trouble. Il y a une multiplicité des références. Et là, il y a clairement une ambivalence chez les analystes, de dire à la fois, il a le souci, prenant chez saint Thomas d'Aquin, prenant chez ses prédécesseurs, prenant dans le Concile, d'adosser ce qu'il dit pour se mettre à dire autrement et plus loin. Ou alors, il y a une autre lecture, c'est dire utilisation opportuniste des références, en quelque sorte, pour plaquer un certain nombre de choses. Ça crée là une petite ambivalence en réalité, sans beaucoup d'affirmations doctrinales. Alors, est-ce qu'on a affaire à de nouveaux éléments du magistère avec tout ça? Ça n'est pas à proprement parler, ce texte, un développement de la doctrine sociale de l'Église. Ça ne se situerait pas, je pense, il faudrait le demander à de meilleurs spécialistes, dans le processus de développement de la doctrine sociale de l'Église telle qu'on le connaît depuis Rerum Novarum. Mais il y a des thèmes et des références classiques. Je vais citer Pie XI à propos de la charité politique. Il y a des références à Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, à
Interis Populorum Progressio, plusieurs fois, à Centesimus Annus, l'anniversaire de Rerum Novarum de Saint Jean-Paul II, à Caritas in Veritate de Benoît XVI. Il y a donc aussi, quant à l'appréciation de l'économie de marché, l'appréciation critique sur l'économie de marché, la nécessité et le rôle des organisations internationales, le souci de donner la perspective, le fondement surnaturel, tout ça, c'est pas absolument nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est que c'est un document de synthèse. C'est un peu différent, d'où la surabondance des autocitations. Il l'a en réalité conçu comme cela, hein. Il ne s'en est pas vraiment caché. C'est un document donc adossé à l'enseignement de ses prédécesseurs et qui reprend aussi certaines de ses affirmations plus nouvelles, hein, sur l'impossibilité radicale désormais de la guerre juste. Hein, il y a eu un petit saut doctrinal, hein, sur la peine de mort, sur laquelle le discours a un petit peu changé, hein, sur l'appréciation de la peine de mort et l'appréciation de la mort donnée, y compris dans les cas classiques de légitime défense. Hein. Alors, il reprend l'argumentaire qui a fait évoluer, vous en avez entendu parler, la rédaction du catéchisme de l'Église catholique là-dessus. Est-ce qu'il s'agit d'un magistère de type nouveau? Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, je vous le livre simplement comme ça, à des bizarreries de rédaction qui m'ont fait m'interroger. Je me suis demandé s'il ne fallait pas faire l'hypothèse de la difficulté de traduction. C'est un document en italien, livre donné en italien, et qui n'a pas été initialement rédigé en italien. Et il y a des expressions qui sont du mauvais français parce qu'elles sont de la traduction littérale d'une autre langue. Donc il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Il y a aussi une multiplication du recours à des notions qui sont parfois moins clairement cernées, hein, parce qu'elles ne sont pas proprement des notions qui sont le bagage doctrinal de l'Église aussi. Hein. Donc ils s'aventurent plusieurs fois, c'est pas la première fois d'ailleurs, sur des champs qui ne sont pas les champs habituels de la doctrine. Hein. Ils entrent sur le terrain où d'autres sont plus spécialistes. Hein. Ça, c'est un principe classique dans l'Église, de laisser aux scientifiques la parole scientifique, en quelque sorte. Là, il s'avance sur certains terrains économiques, comme il l'avait fait dans Laudato Si, sur des questions climatiques, par exemple, sur des points sur lesquels le magistère, traditionnellement, se tenait en retrait, en laissant le débat sur le terrain proprement scientifique. Mais pour autant, il ne manque pas du souci de valoriser l'héritage chrétien. Le chapitre 2, un étranger sur la route, ce sont les exercices de saint Ignace à partir de la parabole du bon samaritain. Alors c'est un exercice, c'est du typique. Hein. Alors c'est présenté, si vous voulez faire la comparaison, c'est très intéressant parce que dans une autre encyclique, Benoît XVI fait aussi une lecture de cette parabole. Et vous voyez le style des deux pontifes. Hein, c'est pas la même chose, c'est pas utilisé de la même manière. Vous voyez qu'il y a deux manières de s'y prendre, clairement. Puis je vous invite aussi, je ne vais pas trop développer là-dessus, dans le chapitre 8, le dernier, à retrouver tous ces endroits où il redit qu'il s'est inspiré de beaucoup. Alors il cite Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, ça peut troubler ça. Mais il ne faut pas oublier, je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucault. Et il reprend d'ailleurs un passage qu'avait déjà cité saint Paul VI dans Populorum Progressio, hein, qui avait mis en avant ce frère universel, hein, la formule que Charles de Foucault utilisait dans sa lettre à Madame de Gondi. Où je prends cet autre passage. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonner et envoyer. Parlant de la contribution des religions, il situe
son héritage chrétien. Et il n'oublie pas de redire chaque fois, mais pour nous, le Christ dit, c'est une manière, là aussi, un peu différente. Dernier point avant une toute petite conclusion, et pardon d'avoir été trop long, il y a un point également nouveau, qui trouble un petit peu, ça change l'exercice. Vous savez que le pape François, sans entrer dans trop de détails techniques, est très attaché à une vision de la synodalité. Il a une perspective un peu différente de celle qui est constitutive de l'Église, sa collégialité, la collégialité épiscopale en particulier. Alors, ça se traduit d'une manière nouvelle dans la rédaction. Il y a une abondance de citations des documents des conférences des évêques. Ça, dans une exhortation apostolique, techniquement, c'est fréquent. Dans une encyclique, c'est beaucoup plus rare. Or là, ça surabonde. Ça surabonde. Des phrases et des phrases entières de documents des évêques du Japon, de Corée, des États-Unis, du Portugal. Très nombreuses sont ces références. Alors, est-ce qu'il s'agit d'autre chose ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle manière d'exercer le ministère de Pierre? C'est ça finalement la question qu'on peut se poser en conclusion. Le Christ avait dit, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. Chapitre 22 de Luc. Qu'est-ce que c'est que confirmer ses frères dans la foi? Alors, il y a les rappels doctrinaux et il y a aussi le rappel de la voie de l'Évangile, de sortir, d'aller au monde. Il semble que le Saint-Père ait peut-être mis plus l'accent, souhaitait plus mettre l'accent sur cette manière-là de confirmer ses frères dans leur engagement. Je laisse cette question ouverte. Merci. Alors, nous allons reprendre. Donc, nous allons écouter l'intervention de Michel Léon sur cette réception, cette façon de s'exprimer de l'encyclique sur les enjeux communicationnels. Une vingtaine de minutes pour nous en parler, et puis nous ferons un petit débat avec vous, avec l'Assemblée et les trois intervenants. Bon, alors moi j'interviens plutôt en tant que journaliste blanchi sous le harnois. J'ai lu effectivement cette encyclique qui surprend par sa forme et qui surprend par l'ampleur de son objet, de son champ d'étude. C'est un champ à la fois très concret. Donc on descend très bas dans la réalité des sociétés et des phénomènes économiques, des phénomènes migratoires, donc des phénomènes de population. Et l'auteur, le Saint-Père, utilise des concepts qui peuvent relever parfois de la sociologie, de la politique, mêlés à la morale, etc. Il est certain que plus on descend dans ce type d'intervention de ce que j'appellerais l'autorité spirituelle, plus on descend vers la réalité des sociétés et des faits, des choses, plus on s'expose aux tensions qui parcourent précisément ces sociétés humaines. Que ce soit des tensions, alors là on le voit évidemment avec la question des migrations, la question de l'identité des peuples, la question du populisme dont vous parliez tout à l'heure, et dont il parle assez longuement, le populisme populaire, et l'opposition des deux. On le voit avec les questions de propriété, de richesse, de justification ou non de la croissance moderne. On le voit aussi avec une discussion sur la légitimité des avancées entre guillemets technologiques. En quoi la technoscience est-elle par principe
un progrès? Est-elle porteur de progrès systématiquement? Effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui, avec les avancées, entre guillemets toujours, on discute aujourd'hui beaucoup à Montpellier de la 5G, on va graffiter sur le trottoir, non à la 5G, on discute aussi beaucoup de la PMA, de la GPA, etc. Donc, toutes ces questions-là, enfin, il n'aborde pas ces questions de front, mais enfin, on sent sous la discussion concernant les avancées technoscientifiques, on sent bien que c'est une question qui agite l'Église, et avec raison. Donc, on se retrouve face à un texte qui est une mosaïque d'analyse, sur un champ extrêmement large, et en même temps un texte qui aborde des questions très concrètes, donc porteuses de tensions et de conflits, de débats en tout cas. Et donc, vu l'ampleur et vu l'intensité des débats qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui, c'est évidemment un texte, ou ce sont plutôt des textes, je préférerais dire, qui sont porteurs de discussions probablement qui risquent de devenir enflammées. En tout cas, dans le monde des échanges numériques, et des commentaires des uns et des autres. D'autant qu'on voit apparaître de place en place des analyses, des expressions qui sont susceptibles de se contredire, ou en tout cas de s'affronter, dans le discours même de François. On pense, vous en parliez tout à l'heure, frère, à l'idée de transmission. Bon, la transmission, affirme-t-il, doit se faire, elle doit être continue, elle constitue un enracinement qui est générateur d'identité, et cette identité qui permet l'échange, justement. Donc, il faut revenir au sens de l'histoire, donc de la transmission du savoir, de la transmission de la mémoire, la mémoire de l'expérience d'une population, de peuple, de famille. Parallèlement, on dit qu'il ne faut pas s'enfermer, n'est-ce pas, dans un territoire donné, entouré de frontières qui seraient, ou qui sont perçues, ou qui sont dites comme des clôtures, mais des clôtures qui protègent, ou plus exactement qui défendent à l'étranger d'entrer. Voilà. Or, ce qu'on peut imaginer, c'est que cette transmission de génération en génération au sein d'un peuple, elle implique nécessairement l'identification à un territoire, l'identification à des villes, à une langue, à des coutumes, qui sont ancrées dans le territoire, dans la géographie. Et donc, limitées, ou bornées, n'est-ce pas, ou déterminées par des limes, qui sont... les frontières sont des limites, mais sont aussi des lieux de rencontre. Quand on passe la frontière à Vintimille, entre Menton et Vintimille, on change de monde et en même temps on va vers l'autre. La frontière, elle est la garantie de l'altérité, justement. La disparition de la frontière, c'est l'assurance d'un nivellement et d'une standardisation, que dénonce d'ailleurs le pape dans ce texte. La standardisation, la mondialisation libérale, elle n'est pas porteuse d'enrichissement humain, en quelque sorte, si j'interprète. Donc là, il y a une tension au sein même du texte. Je ne veux pas parler d'injonction contradictoire, mais en quoi
l'identité qui est transmise, qui germine du passé, du savoir collectif, de l'expérience collective, de la souffrance collective. Hein, quand monsieur le maire va au monument aux morts avec toutes les associations d'anciens combattants, il y a quelque chose de très fort. J'ai un ami allemand qui était fils de militaire allemand, qui est venu l'année dernière, c'était sous la pluie d'ailleurs. Hein, il a voulu voir ça. 67 ou 68 ans, hein, qui n'a pas connu la guerre, mais qui sait ce qu'est la guerre du côté allemand. On a payé très 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 cher les deux guerres mondiales. Il a voulu le voir, et il était bouleversé, il a fait des photos, il y avait quelque chose de fort. On est là, justement, dans l'affirmation d'une identité, d'un savoir, d'un souvenir. Et ce souvenir, il est effectivement borné par des limites physiques. Hein, quand on habite Montpellier, on n'habite pas Nîmes, d'ailleurs il suffit d'aller au match de foot pour le savoir, n'est-ce pas? C'est ça, et c'est pas en soi un mal que d'affirmer une réalité humaine collective. Donc là, c'est ce que j'ai senti. Alors ça, si vous voulez, ça fait partie de ces points de l'encyclique qui, mis l'un à côté de l'autre, créent une sorte d'électricité, une tension dialectique, je dirais, qui est assez intéressante, d'abord parce qu'elle traduit effectivement les grands débats qui agitent le monde actuel, les débats sur... Alors, on a par exemple la question de page 93, tiens, je l'ai noté. Page 93, il est important d'appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le concept de citoyenneté. Bon, très bien, qui se base sur l'égalité des droits et des devoirs, à l'ombre de laquelle tous jouissent de la justice. Voilà. Et il continue en disant « C'est pourquoi il est nécessaire de s'engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l'usage discriminatoire du terme de minorité, qui porte avec lui les germes du sentiment d'isolement et de l'infériorité. » Alors là ce passage qui est très intéressant, je trouve, vient interroger une expérience des populations actuelles de notre bon pays, qui est l'expérience du refus de l'intégration de la part de populations qui arrivent avec leur propre identité, justement, en nombre suffisamment important pour créer peuple, justement. Et cette question-là, elle est, je dirais qu'elle relève de la sociologie, voilà, et elle n'est pas épuisée dans le texte. Voilà. On pense aussi alors à la question de la propriété privée. Elle est très intéressante, cette question-là. Mais ça fait partie des non-dits aussi de cet exercice qui est tellement vaste qu'évidemment il laisse des espaces, je dirais, des espaces dans l'ombre. Mais quelle est aussi la légitimité de la propriété privée en termes de responsabilité, en termes de récompense de l'effort, de récompense légitime de l'effort. Ça, c'est une question qui peut être abordée, qui ne l'est pas dans ce texte. Voilà, donc voilà quelques points sur lesquels je voulais m'ouvrir. Il incite beaucoup à propos, parce que c'est une question extrêmement chaude à l'heure actuelle dans notre pays. Vous parlez tout à l'heure, monsieur le maire, de ces réflexes de fermeture, de ce discours d'hostilité, voilà, qu'on entend évidemment, qu'on entend d'ailleurs dans les deux sens. On a aussi une hostilité physique et verbale dans l'autre sens. Mais on lit effectivement toute une série de critiques sur les murailles de la ville antique, sur les nouvelles barrières qui seraient dressées autour de
qui se dresse autour de nos pays, la culture des murs, hein, c'est page 22, tout en soulignant bien sûr qu'il n'y a pas de dialogue avec l'autre sans identité personnelle. Donc on est dans cette tension permanente qui se résout ensuite dans les chapitres consacrés bien sûr à l'amour, à l'amitié, à ce que Benoît XVI analysait magnifiquement dans son texte sur la caritas. Hein. On a toujours, je notais cette dénonciation des narcissismes, des particularismes, et d'une certaine forme de localisme, hein, alors qu'aujourd'hui d'ailleurs on nous parle beaucoup de retour au localisme comme réimplantation des populations dans leur réalité, puisqu'on a des populations qui sont de plus en plus, qui déréalisent de plus en plus à travers l'électronique dont nous sommes assommés à longueur de journée. Voilà, donc c'est ça. Alors, comment est-ce que ça peut être reçu? À qui est-ce que ça s'adresse? Voilà la question. Je ne sais pas quelle est la diffusion de ce type de travail. C'est édité par Bayard, par Cerf et par MAM, de façon à ce qu'il n'y ait aucun éditeur qui soit frustré dans le monde catholique. Baisser les prix. Ça permet de baisser les prix en plus, oui, de fabrication et de se diviser les avaloirs. J'ai vu un petit peu l'écho que ça a eu dans la presse, hein, j'ai eu des articles, très longs articles viennois dans le Figaro, Le Monde y est venu aussi. Je ne sais pas quelle peut être l'ampleur de la réception, de la diffusion d'un texte aussi complexe et aussi profus. Et qui tente de toucher... Vous savez, on dit toujours dans le journalisme, un papier, un sujet. Voilà. Sinon, c'est fini. Vous êtes cuit. Personne ne vous le dira. Ou alors, vous faites des listes. Bon. Là, il y a des listes, hein, mais il y en a beaucoup. Je ne sais pas... je n'ai pas de chiffres hein, de diffusion, mais vu les réactions, il y a eu effectivement un petit peu de buzz, comme on dit de nos jours, hein, de débat journalistique autour de ça. Ça a duré 3 semaines, et puis ça s'est très rapidement calmé. Je n'en dirai pas, personnellement pas plus, je ne peux pas m'avancer sur ce sujet. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Les concepts maniés sont... parfois posent question. Hein. Le populisme, oui, bon, c'est un mot valise à l'heure actuelle, c'est un mot médiatique, c'est un mot politique. Hein. Qu'est-ce que ça recouvre le populisme? Je veux dire, entre Bolsonaro et d'autres, et Orban, entre... quel est le type de discours standard qui peut être taxé de populisme? Est-ce que c'est peut-être pas aussi scientifique que ça, hein, ce que je veux dire, etc. Voilà, je m'en tiendrai là pour l'instant. Voilà, merci Michel Léon. Donc, il nous a donné cet éclairage. Alors, on peut échanger avec nos intervenants. Bon, en particulier, profiter de Monsieur le maire qui nous fait l'honneur d'être présent et il a un agenda très, très occupé. Merci d'être là jusqu'à la fin, si j'ai bien compris. De toute façon, là, on ne pouvait plus partir. Voilà. Peut-être en partant de ces tensions internes du texte qui font que effectivement, ça le rend complexe. Pertinent ou pas, j'en sais rien. Ou d'autres questions? Vous avez la parole, allez-y. Elle n'a jamais cessé d'en faire, l'Église, de la politique. Mais alors, il faut bien s'entendre.
elle n'a jamais cessé d'avoir un discours politique, et dans cette encyclique, pour la xème fois, un pontife romain rappelle que la politique a son autonomie par rapport au spirituel, c'est constitutif du christianisme, mais que l'Église, parce que, je reprends la formule de Paul VI, et elle est experte en humanité, a quelque chose à dire sur tout ce qui concerne l'homme, et donc a forcément, dans son discours, revêt forcément une dimension politique. Et pour l'Église, il y a deux écueils. Un écueil qu'elle n'a jamais cessé d'avoir en vue, probablement, et puis un écueil que l'expérience historique lui a appris. L'écueil qu'elle n'a jamais cessé d'avoir en vue, et avec plus ou moins d'intensité et d'attention active, c'est que poser un discours politique ne doit pas, elle, la fermer de ceux qui ont une autre opinion politique. C'est-à-dire qu'elle est mère pour tous. Et donc ça c'est une difficulté, parce que si vous entrez dans le champ politique, vous pouvez entrer dans le champ d'un débat politique. Et puis il y a ce que lui a appris l'expérience, et qu'elle a appris rudement, peut-être trop tardivement, c'est ce qui lui coûtait d'être un acteur politique, d'être un acteur étatique. Hein? C'est-à-dire que mais elle aurait dû écouter son Seigneur, en fait. Hein? Il a finalement coûté plus cher à l'Église d'avoir un pape prince, par ailleurs, que de ne pas avoir un pape prince. On ne refait pas l'histoire, mais s'il fallait faire un bilan, le bilan, il est très mitigé, on va dire, de ce que ça a apporté à l'Église d'être une puissance politique, une puissance princière, territoriale. Et elle a aussi appris, vu que dans certains cas, quand elle descendait dans l'arène politique, ou qu'elle avait pris une position qui était alors une position de puissance, d'exercice de puissance, ça finissait dans nombre de cas par se retourner, pas contre ses intérêts physiques, ça c'est, on dirait, la moindre des choses, mais contre sa mission. Et ça, pour l'Église, c'est le véritable enjeu. C'est pas la santé, c'est pas l'intégrité physique de ses ministres, mais c'est plutôt d'être entendu, de pouvoir être entendu par tous dans ce qu'elle a à dire. Alors, c'est très politique, ce que dit le pape, parce que ça touche aussi des sujets qui font l'objet de débats politiques virulents. C'est ce qu'a dit Michel. Là, il met les pieds dans le plat sur les politiques migratoires, il met les pieds dans le plat, sur le multilatéralisme, il met les pieds dans le plat, sur les institutions internationales, il met les pieds dans le plat. Mais ça, d'une certaine manière, Benoît XV, quand au milieu de la tourmente, du déchirement, ce frêle homme en blanc est le seul qui parle de paix dans l'Europe déchirée de la Première Guerre mondiale, et se fait l'apôtre infructueux de la paix, qui s'en prend plein la figure des protestants, des catholiques. Il en prend plein la figure, et il ne renonce pas. Bon, l'Église est là où elle est quand elle fait ça. Mais elle doit l'être en tant qu'Église, elle ne peut pas l'être en tant qu'autre chose. Et c'est ça qui peut-être retient, à mon avis, quand même assez légitimement, hein, l'Église. Elle est dans un certain nombre de cas. Alors, frère Joseph Thomas disait que l'Église est mère pour tous. Est-ce que Monsieur le maire est mère pour tous? Évidemment. Je suis un maire pour tous. Mais non, moi je suis dans le champ politique, c'est-à-dire de la confrontation démocratique. Où à un moment, j'ai conquis une légitimité sur la base de propositions soutenues par les uns, pas partagées par les autres. Le meilleur exemple étant la gratuité des transports. J'étais tout seul à défendre cette idée, tous les autres mes autres compétiteurs étaient contre, et c'est celle-ci qui s'est imposée. Donc, je dois respecter mon programme, sinon on me le reprocherait, mais je suis le maire de tous. C'est-à-dire que dans mon adresse aux autres, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié dans votre propos. Je ne suis pas le maire d'un clan. C'est-à-dire que je ne dois pas manquer de respect à ceux qui ne pensent pas comme moi, ou je dois plutôt essayer de comprendre pourquoi ils ne pensent pas comme moi et éventuellement les convaincre. Et je pense que c'est une
c'est un impératif, cette tempérance. Il y a une phrase, là, je l'ai aimée avec tendresse quand vous avez fait référence à la campagne. Moi, j'ai fait une campagne électorale. C'est très violent, une campagne électorale. Très violent. C'est des noms d'oiseaux. Et on ne perçoit pas la dimension politique. C'est beaucoup, d'ailleurs, les journalistes sont fans des noms d'oiseaux et moins fans des idées, quand même. Pas tous. Mais moi, j'ai fait une campagne. Je suis très fier de ça, pour tous les gens qui l'ont observé, où je me suis tenu très loin de la violence politique. Très, très loin. Que les idées. Et donc, les gens se sont dit à la fin, on arrive dans le dernier sprint, les gens qui n'étaient pas forcément de la même sensibilité, ont dit, je peux le soutenir, parce que j'ai l'impression qu'il est respectueux. Et donc, c'est la façon dont on fait campagne qui dit quelle maire on va être. Évidemment, et c'est pour ça que j'invite, dans le champ démocratique, donc politique, à ne pas se laisser avoir à ceux qui adoptent en façade des discours policés et qui, en arrière-cour, ont des discours extrêmement violents. Et c'est ça, les populismes. Le populisme, c'est quelque chose qui est polymorphe. C'est ça. Et qui flatte les bas instincts, qui n'a pas, j'aime beaucoup aussi ce terme, de conscience historique, qui a un rapport à la vérité très distancié. Enfin, pas distancié d'ailleurs. Qui a un rapport, la vérité d'hier n'est pas celle de demain, qui s'adapte aux circonstances. Et le populisme est aujourd'hui l'autre grand virus du moment, parce que c'est ça, M. Bolsonaro. Il va dire ce qui plaît aux gens, plutôt que ce qui peut protéger les gens. Moi, j'ai beaucoup aimé le pape François, quand il est entré, je pense que vous êtes d'accord sur le plan de la politique, mais quand il a rappelé M. Trump à ses devoirs, il a fait éruption par sa parole, qui n'est peut-être pas celle qu'on attend de l'Église dans les débats entre les nations, mais il a eu un moment, je crois, un épisode très dur entre deux, comme s'il était un peu entré dans l'arène politique quand même. Voilà. Et il a agi, de mon point de vue, comme un élément de repère pour d'autres, et sans doute des habitants des États-Unis, catholiques ou pas, se sont dit, mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui parle, parce qu'au fond, personne n'était entendu. Et donc voilà, donc quand on est, pour revenir à votre question, le maire, moi je suis maire de Montpellier, donc de l'ensemble des Montpelliérains, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi, ceux qui sont de passage quelques heures dans la ville, avec qui j'ai toujours plaisir à converser sur la place de la Comédie pour montrer notre hospitalité. Et je pense que c'est aussi, ça se pense, si on a une certaine conviction, une valeur qu'il faut qu'on porte, c'est celle de respecter les autres. Parce que, au fond, des fois, ce que j'emploie dans les réunions avec mes propres militants, moi je les invite à être tempérés, parce qu'on ne va pas se faire la guerre entre nous. Il y a suffisamment de guerre dans le monde pour ne pas s'en rajouter ici. Voilà, on peut... la culture du conflit n'est pas un bon mode de résolution. La culture du débat d'idées est très noble, mais le débat d'idées n'est noble que si on respecte ce que pense l'autre, même si on n'est pas d'accord. J'ai aussi beaucoup apprécié ce que vous avez dit. C'est d'ailleurs le drame de notre époque. Dès que quelqu'un fait une faute, on le disqualifie moralement. La pression médiatique, c'est de disqualifier. Mais tout le monde trébuche, tout le monde fait des maladresses. Personne n'est parfait. Et donc il faut se tenir un petit peu à distance de ça. C'est aussi l'attitude qu'on a qui crée de la confiance. Peut-être au Montpelliérain de répondre à cette question, parce qu'ils ont le sentiment que moi, mon action est respectueuse et que je suis le meilleur de tous. Voilà. En tout cas, moi, j'essaye en toutes circonstances de l'être, même avec ceux avec qui je ne partage pas du tout les idées. Ça arrive aussi. Ah oui. Merci. On va je revenais juste pour répondre à monsieur, compléter. Je reviendrai à la qualification de César et de Dieu. L'Église elle incarne une autorité spirituelle. Tout le monde s'accorde sur le Notre Père. On commence à diverger sur la liturgie. On diverge encore plus sur la théologie. Et ensuite, quand on descend dans les débats
et la réalité socio-culturelle, socio-économique et la réalité technique, alors là, ce ne sont plus des débats, ce sont des empoignades. Donc il faut quand même voir le rôle de chacun. Si je regarde le monde protestant, je m'aperçois que le monde protestant qui est très incarné en politique. Rappelez-vous quand même qu'encore aujourd'hui, dans les constitutions de pays du Nord, du Danemark par exemple, l'article 2, c'est l'Église évangélique et l'Église officielle du Danemark, et l'Église de l'État danois. C'est pareil en Suède, je crois. Donc, or, cette insertion du protestantisme dans la politique a amené des débats et des éclatements des églises absolument terribles. Ça a été le cas encore récemment dans l'anglicanisme. Voilà. Aux États-Unis, on le voit aussi, les dénominations se multiplient au fur et à mesure des campagnes électorales, parce que vous avez des églises qui ont soutenu Trump et puis d'autres qui soutenaient Biden, etc. Voilà, et c'est chaque fois pareil. Donc, je pense qu'il faut être quand même très prudent là-dessus. L'Église est un lieu, justement, l'Église elle aime tous ses enfants, enfin, l'Église catholique et puis les autres aussi, je pense. On est là pour s'unir autour d'une prière commune. Le monde politique, il est peuplé de responsables qui ont une éthique, qui peuvent se référer effectivement à l'Église ou à une autre, mais c'est leur travail à eux. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. Quant aux journalistes, effectivement, j'admets, mais bon, les noms d'oiseaux qui sont repris par les médias n'ont pas été prononcés par les médias, ils ont été prononcés par les gens dont les médias rapportent les propos. C'est pour ça que j'intéresse pas beaucoup. Mais si. Une question. Oui. Voilà, en tant que citoyenne montpelliéraine depuis fort longtemps, et à propos de l'incitation de notre pape à accueillir les migrants comme frères et sœurs, en tant que chrétienne, j'y suis prête, mais il faut dire que dans notre bonne ville de Montpellier, nos migrants font peur. Il y a pas mal de... Il y a quand même beaucoup d'insécurité et de problèmes, de violence vis-à-vis de certaines communautés de migrants. Alors ça, c'est une première chose. Et ensuite, je voulais demander, monsieur le maire, je sais qu'à un moment, il y a eu une politique dans le département, en tout cas, certaines municipalités ont accueilli des familles de migrants, notamment venant de Syrie, etc. Et je voulais savoir si cette politique continue, s'il y a toujours un accueil voilà. Pour moi, ça. C'est résolu. C'est résolu. D'abord, moi je pense que Montpellier est une grande tradition, une ville de tradition d'accueil. Voilà. L'accueil, c'est toujours un défi pour les uns et pour les autres. Donc, par exemple, quand je suis devenu maire, il y a un certain nombre d'actes symboliques que l'on conduit. Et l'un des actes symboliques, pour moi, ça a été que la première subvention donnée à une association a été à SOS Méditerranée. J'aurais pu prendre d'autres, mais parce que je suis les gens qui m'ont soutenu, mais aussi l'idée que je me fais de la ville méditerranéenne, c'est que ceux qui cherchent à sauver la vie humaine doivent recevoir soutien. J'ai été très critique. J'ai eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Je continuerai, mais je pense que c'est important. Et donc, il faut le faire, et on doit le faire. Et là où vous dites quelque chose qui est très important, c'est que si l'accueil n'est pas pensé, si on laisse la déshérence s'installer, et bien évidemment, les formes de prédation, de violence prennent le pas. Et je pense que vous faisiez référence, madame, à parfois situation pour laquelle on a beaucoup interpellé en centre-ville. Par exemple, à des jeunes mineurs qui avaient fui et qui, sous l'emprise de drogue, je suis malheureusement devenu spécialiste de tout ça, parce qu'on m'a raconté des histoires pas possibles, le Rivotril,
Donc ils braquaient les pharmacies parce que c'était une addiction, etc. Et donc devenaient extrêmement violents. Et si les autorités ne sont pas là, cette violence se déploie et donc nourrit le sentiment de l'égoïsme, du repli, en jouant sur la peur. Et donc, quand c'est ça, il faut retrousser ses manches et essayer de régler les problèmes. C'est le rôle du maire. Donc, par exemple, sur les mineurs non accompagnés, je fais savoir à qui de droit, plus aucun ne devait dormir dans un hôtel. Parce que le rôle d'un mineur non accompagné, c'est d'être accompagné dans un centre éducatif que nous construisons au nord de la ville, dans le quartier dit de la Blanquette. Et là, j'assiste à une autre expression d'égoïsme, pas de centre de mineurs non accompagnés. Bon, ben c'est la vie. Mais là, il y aura une structure éducative pour 40 mineurs. C'est aussi, de manière résolue et ferme, ce qui, je veux vous le dire, c'est de lutter contre les mafias qui, elles, exploitent la misère humaine. Et donc les réseaux qui font venir ces mineurs, ces jeunes, parfois majeurs d'ailleurs, souvent, et qui font du trafic d'êtres humains. Ça, moi, je l'ai vu, je le vois. Alors, les autorités que nous représentons, avec monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, nous essayons de travailler sur ces réseaux qui exploitent la détresse humaine. Donc, c'est aussi un moyen, parce qu'évidemment, ces mafias, qu'est-ce qu'elles font? Si jamais quelqu'un qui est sous leur emprise se fait arrêter, saisir la marchandise qui a été volée, ben, doit encore voler. C'était, par exemple... pas entrer là-dedans, c'est pas le thème, mais c'était le réseau des cambrioleurs qui était au nord de la ville que nous avons réussi à démanteler. Et donc, si on veut réussir l'accueil, il faut des règles, de l'ordre, une organisation qui permette de... C'est bien l'enjeu. De la même manière que, donc à Montpellier, par exemple, pour les réfugiés, on augmente le nombre de places en CADA, en hébergement d'urgence, pour que les gens ne soient pas livrés à eux-mêmes, parce que sinon, on peut voir naître des discours voilà, de rejet, ou de gens qui ont un sentiment de peur, ou parfois qui légitimement aussi disent c'est pas acceptable, parce que quand on se fait voler son sac, voilà, on n'a pas envie de ça. Donc il faut être capable de porter ça. C'est pour ça que je passe parfois quelqu'un de très ferme sur les questions de sécurité, parce que je pense qu'on ne peut pas... Je pense que le rôle des règles, c'est de nous protéger. Voilà. Et donc, elles doivent être respectées. D'ailleurs, c'est la notion de droit et de devoir qui était reprise. Alors ensuite, vous évoquez un projet que, quand j'étais élu au Conseil général, nous avons beaucoup soutenu au moment de cette dramatique crise des réfugiés syriens, où millions de gens, comment ne pas les comprendre, fuyaient leur pays, leurs dirigeants usaient d'armes chimiques, épouvantables. Et donc, effectivement, on continue cela. Voilà. Il y a des communes qui accueillent, et on essaye, par exemple, sur les fameux jeunes mineurs non accompagnés, moi je vois des formes de fraternité exceptionnelles. Le président de la CAPEB, s'occupe des entreprises du bâtiment, fédère les artisans, il prend plein d'apprentis qui sont des jeunes mineurs non accompagnés. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi je suis très heureux d'être avec ces jeunes. Ils ont une expérience tellement éprouvante qu'ils ont une envie de s'en sortir et de faire et de bien faire. Et on a toujours, et on veut parler de ces belles histoires. Et c'est important de parler de ces belles histoires, parce que, qu'est-ce qui se passe? Je suis très politique, là. Qu'est-ce qui se passe? Il existe dans notre pays une force, moi, qui me préoccupe, qui est beaucoup, parce que je ne souhaite pas qu'elle gagne le pouvoir. Elle est aux portes du pouvoir, c'est l'extrême droite. Que fait l'extrême droite? Quand quelqu'un se fait agresser, eh bien, elle va instrumentaliser la détresse de la victime. Elle va inonder les réseaux sociaux, elle va flatter les bas instincts, elle va dire la justice ne travaille pas, la police ne travaille pas, elle va construire un discours de haine. Et donc elle va instrumentaliser la détresse. Moi, mon rôle, c'est en responsabilité de trouver des solutions aux problèmes de sécurité, mais aussi aux enjeux d'accompagnement. Et donc de ne pas laisser de prise à des discours de haine. La feuille de route que je me suis donnée, c'est dur, hein, parce que dès qu'il y a un truc, ils y vont. Et voilà.
Et je pense que, je le dis souvent à beaucoup de maires du Nord Hérault, aidez-nous dans l'accueil. Aidez-nous. Parce que ça empêchera la fermeture de votre école, ça permettra à certaines entreprises de trouver des employés, ça participera à revitaliser, ce sera une rencontre avec l'autre. Et quand ça se fait, ça marche. Il y a des très très belles histoires. Et je le dis aussi parce qu'à Montpellier, on fait beaucoup d'efforts de solidarité. Certains diront pas assez, je peux l'entendre. Mais il faut aussi que cette solidarité à l'échelle soit mise en partage territorialement. Le débat de la frontière, là, revient un petit peu, mais voilà. Voilà comment on essaye de faire. C'est sûr que si on laisse 300 mineurs dans des chambres d'hôtel, et ben là, il y a toujours un plus fort qui peut mettre la main dessus. Comme les jeunes femmes, on avait un vrai problème sur le proxénétisme, de jeunes femmes qui étaient mises en prostitution de manière absolument épouvantable. Puis par un travail long, commun, discret, ben on a pu démanteler ces réseaux de mafia et des arrestations ont eu lieu dans les pays de provenance, etc. Voilà, c'est aussi avoir cette énergie-là et une forme de courage aussi. Parce que, évidemment, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple du tout et ça prend, je vais être très franc avec vous, moi dans mon temps qui est celui de maire, ces sujets-là, c'est 50% de mon temps. Parce que ce ne sont pas des situations évidentes. Voilà. C'est aussi de dire, je termine, ça me fait du bien de le dire quand même, c'est quand je suis frappé que des mineurs non accompagnés soient originaires d'Algérie, du Maroc, je suis allé voir les autorités consulaires de ces deux pays, je m'écris aux représentants des deux États, je dis, mais comment vous pouvez laisser vos enfants dans nos rues? Si nous, demain, la France, nous laissions des enfants dans les rues d'autres pays, enfin, le pays de Victor Hugo, la conscience historique à moi à cet instant, comment ne l'accepterait pas? On serait tous émus à signer des pétitions en disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, donc il faut, voilà, ce sont des enjeux très complexes, il faut les appréhender sous tous les aspects, pour ne pas laisser ceux qui ont des raisonnements simplistes, les populistes, s'en emparer. Et les populistes sont ceux qui nourrissent des égoïsmes et qui arrivent parfois en instrumentalisant ou nous, en faisant l'autruche, eh bien, à atténuer la dimension indispensable de fraternité. Là-dessus, oui, sur cette question qui est importante. Si vous voulez dire quelque chose. C'est un sujet, c'est un sujet délicat, enfin, parce que j'avoue, personnellement, j'ai pas de réponse, mais j'ai plutôt des interrogations. Parce qu'on est sur une ligne de crête, souvent dans l'apostolat catholique vers la jeunesse aujourd'hui, qui peut facilement faire basculer, je vais appeler ça comme ça, c'est pas très juste, mais pour me faire comprendre un peu, dans une forme de spiritualisation, voilà, de détachement finalement de l'agir, voilà, au risque même dans certains cas, et ça se rencontre chez nombre de nos jeunes, et c'est parfois assez difficile à extirper, il y a une espèce de cocktail étrange de semi-pélagianisme et de fidéisme. Hein, ça va se passer, c'est Jésus qui va me trouver une femme, c'est Jésus qui va régler ça, on va prier, les gens vont s'entendre, non, on va prier et on va faire quelque chose aussi. Et il y a souvent ce deuxième volet-là, peut-être que nous n'avons pas, dont ils ne sont pas forcément demandeurs non plus, parce qu'ils viennent en fait un peu au bercail pour chercher la paix qu'ils n'ont pas ailleurs, et donc ils ne veulent pas forcément, eux et de moins jeunes aussi, entendre parler d'un certain nombre de questions qui sont en fait le bruit du dehors. Hein, le modèle, ça semble un peu curieux, mais le modèle au XXIe siècle à quoi aspirent beaucoup de catholiques, c'est l'abbaye. C'est alors, je ne sais pas si vous avez lu Rothbreher, hein, la Benedict Option, hein, cette idée que ce sont ce qui va faire survivre et rayonner l'Église, ce sont des pôles à la fois de vie intellectuelle et de paix, des espèces de havres comme ça, desquels elle rayonnera en
en ayant d'une certaine manière, donc ça veut dire à contrario, perdu l'ambition de vivre dans un tissu, quoi. Mais c'est vrai aussi, vous le savez mieux que nous, hein, qu'il y a eu des expériences malheureuses dans un certain nombre de ces aboutissants malheureux. Elles ont mal fini parce qu'elles ont vieilli. Donc l'Action catholique, c'était une belle expérience, sauf que dans les années 70, bon, ça nous a surtout produit des cadres socialistes, mais c'était mieux que rien. Je disais que Michel Foucault était trop calme à cet instant de débat. Non, mais Et des bons cadres. c'est un peu prenant quand même que nous ne sommes plus dans une société chrétienne, c'est un constat. C'est un constat. Notre soeur, elle avait... On ne peut plus reproduire ça. Il y avait une émission sur les paysans, là. Il y avait une jeune femme, une vieille dame maintenant, qui racontait comment la Jacques avait complètement bouleversé sa vie dans les campagnes, etc. Donc, ça ne l'a pas bouleversé que pour la foi, c'est sûr, mais comme structure humaine, ça lui a apporté énormément dans son parcours, à elle, comme Madame Billet. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'il faut réinventer aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ans, ça finira mal, ce qu'on inventera aujourd'hui, mais c'est pas le problème. C'est le problème d'il y a dans 50 ans. Voilà. Peut-être encore une dernière question, et on laissera le dernier mot à Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez le mot de la fin. 3-4 minutes. Non, mais c'est ce que je réagis à ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas un chrétien. Je suis pas un chrétien. Mais le pape François, c'est une des figures que j'écoute. Voilà. Parce que je trouve que je l'ai dit en introduction, avec beaucoup d'habileté, il dit des choses à notre conscience d'homme. Voilà. Donc, et je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai accepté que j'ai avec beaucoup de gens dans cette salle d'être présent, et parce que ça fait forcément réagir et ça inspire, et que là il y a une parole qui apparaît dans une habileté de communication aussi, et qui me semble importante pour la jeunesse. Je pense que la question elle est essentielle. Les formes d'engagement telles qu'elles ont pu exister changent parce que ce monde change, et qu'en plus en France, je crois qu'on est quand même dans tellement une culture à dire tout ce qui va mal plutôt que tout ce qui va bien. C'est sûr qu'à 20 ans dans ce bas monde, c'est pas ça. Mais je pense que par des événements mobilisateurs, des paroles fortes sur des temps, la jeunesse, on la retrouve, on la voit, on l'aperçoit. Après, c'est qui lui parle et pour lui dire quoi. C'est sûr que si, c'est ce que je disais en introduction, voilà, si c'est pour lui dire de toute façon c'est la fin du monde, aussi par contre lui dire, faire, agir à sa petite échelle, c'est changer des choses, on y arrive. Moi j'ai été, je terminerai là-dessus, je suis très marqué par cette génération, elle a été dans l'épreuve du terrorisme. Il y a eu entre 15 et 25 ans, là ils ont vécu, bon, ça aurait pu vraiment mal tourner cette affaire-là. Dans les sentiments. Moi, je trouve qu'au contraire, ça a plutôt bien résisté. Il y a des forces. Voilà, je trouve que je prends quand un jeune, parce qu'il se fait exclure de son lycée parce qu'il est sans papier, on a des réactions très fortes, très humaines, des choses qui me marquent. Moi, c'est ça qui me donne beaucoup de raisons d'espérer ou de me dire, tiens, il se passe quelque chose. Quand je vois, j'ai vu là, vous faisiez référence la cérémonie au monument aux morts, un jeune garçon, Wassim, pupille de la nation, qui était là, parce qu'évidemment, son père attend à Nice, un magnifique jeune homme, fort, master, voilà, et moi, mon rôle, c'est de parler de lui, parce que dire que c'est aussi ça, enfin, voilà, je crois que, en tout cas, la contribution du pape François au débat du monde est une contribution que même qu'on soit chrétien ou pas, on doit écouter. Et c'est vrai que tous frères et que la fraternité, ce sont des mots qui quand même nous entraînent. Voilà. Voilà. Alors, monsieur le maire, vous avez gagné le programme du Centre d'Accordaire. Vous avez gagné le livre sur Voltaire de notre frère Joël. Formidable. Un auteur qui est non
chrétien incompatible. Comme le maire. Voilà, en tout cas, merci aux trois intervenants. Merci.